From the Wild, la révolte des esprits, chapitre 9. Et dernier chapitre pour aujourd'hui. Gouffre. Incapable de prononcer un mot, Milo dévisagea son père, comme s'il venait de voir apparaître un fantôme. Isaac était fidèle à l'image qu'il avait gardée en mémoire. Grand et sec, comme une branche coupée, les cheveux aussi sombres que les yeux, et un petit quelque chose de sinistre dans le rictus, qui le mettait systématiquement mal à l'aise, et lui donnait l'impression d'être jugé, analysé, catalogué, avant même d'avoir eu le temps d'ouvrir la bouche. Pourtant, quelque chose était différent aujourd'hui, et son expression n'était pas celle qu'il lui connaissait. Les cheveux en bataille, les yeux exorbités, il paraissait littéralement tomber du ciel. Un instant, Milo se demanda pourquoi son regard lui semblait si familier. Des années s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre. Il avait même refusé plusieurs fois de lui adresser la parole par téléphone, malgré l'insistance de Roman. Mais c'était pour une raison toute simple. Comme sa mère, Isaac avait peur. Et c'était cette peur qu'il reconnaissait dans les yeux de son père. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Isaac dirigea ses pas droit sur Milo, l'empoigna par les épaules et planta son regard dans le sien. Où est-il? Où est le pendentif de ta mère? Milo frissonna. Il avait beau être en mesure de lui tenir tête physiquement désormais, il se sentait aspiré par ce regard qui lui scrutait intensément. Maman a besoin d'aide, souffla le garçon. Mais Isaac planta ses ongles dans ses épaules. Le pendentif, Milo! Où est-il? Cette fois, la colère prit le pas sur l'hébétude. D'un grand moulinet de bras, Milo se dégagea des serres d'Isaac et recula. Le sang commençait à lui monter à la tête. Ses poings allaient finir par le démanger. Papa, écoute-moi. Tais-toi! Écoute-moi! Hurla Isaac. Tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Et je ne te demande pas de le comprendre. Ce sont des problèmes d'adultes qui te dépassent. Contente-toi de répondre. Où est le pendentif de ta mère? Milo serra les dents, à deux doigts de lui coller une droite. Il repensa à la promesse que lui avait arrachée sa mère, veiller sur son pendentif et ne le donner à personne, surtout pas à son père. Elle avait essayé de le prévenir, et il suffisait de voir de quelle manière il essayait de lui soutirer des informations. Isaac n'était là pour personne d'autre que pour lui-même. Il l'a pris, siffla Milo. Isaac écarquilla les yeux et pâlit. Il fit un pas en direction de Milo qui recula aussitôt. Sa démarche était mal assurée, comme si, soudain, sa belle assurance s'était envolée. Son menton s'était mis à trembler. Qui l'a pris? Milo repensa à la créature qu'il avait affrontée avec l'aide du pendentif. Même s'il avait voulu s'ouvrir à son père, comment allait-il lui expliquer ce qu'il venait de voir? Isaac l'enverrait directement dans un asile psychiatrique. Milo n'avait pourtant pas rêvé. Il n'allait pas s'excuser non plus d'avoir vécu ce qu'il venait de vivre. C'était injuste. Et qu'il s'agisse de son père ou de sa mère, tous les deux lui avaient visiblement caché des informations capitales au sujet du pendentif. L'orage, finit-il par répondre. Un monstre dans l'orage. Milo sentait le poids du creuset au fond de sa poche. Le bijou semblait plus lourd à mesure qu'il s'enfonçait dans le mensonge. Mais Isaac n'avait rien fait pour mériter sa confiance au cours des dernières années, et encore moins dans les 2 dernières minutes.
Il n'avait aucune raison de lui faire confiance, et encore moins de trahir sa promesse. Isaac trembla, tituba, et l'ombre d'un instant, Milo crut qu'il allait s'écrouler. Mais son père serra les poings et regagna rapidement sa contenance. Il foudroya son fils du regard, comme traversé par une rage terrible, qui s'effaça aussitôt qu'il remarqua enfin Roman par terre. « Oh non !» murmura-t-il. « Non !» Il se précipita vers elle et s'agenouilla. Milo n'en revenait toujours pas de la morgue avec laquelle il venait de la traiter. Après tout ce qu'il venait de subir, après tout ce qu'il avait surmonté et vaincu, il méritait mieux que du mépris. « Milo !» l'appela-t-il, mais l'adolescent resta planté, là, incapable de bouger, tant la colère le paralysait. Que croyait-il ? Qu'il pourrait débarquer au pire moment de toute leur existence et faire comme si de rien n'était ? Il en suffoquait de rage. S'il l'écoutait, il l'aurait... « Milo !» cria de nouveau Isaac. Un frisson le secoua, et il se sentit vieillir de 10 ans sans comprendre pourquoi. Quelque chose dans le ton de son père, une intonation spéciale, une note qu'il aurait voulu ne jamais entendre de toute sa vie. Oubliant sa fureur, Milo courut et se jeta à genoux devant Roman. Deux doigts posés sur la gorge délicate de sa mère, Isaac paraissait vouloir chercher sur le visage de son ancienne compagne une ultime raison de ne pas céder au désespoir. Mais Roman avait cessé de respirer. Et ses yeux, aux paupières ouvertes, fixaient le vide pour l'éternité. « Pas le plan, » pensa Milo. « Pas le plan, pas le plan, pas le plan. Est-ce qu'elle est... » Mais il ne parvint pas à finir sa phrase. Sa gorge avait décidé de l'empêcher de parler. Son père avait maintenant l'air d'un vieillard tremblant. Isaac hocha la tête. Aucun d'eux n'était encore capable de l'accepter. C'était tout simplement impossible. « Nous sommes perdus, » dit son père dans un souffle. Milo sentit le sol se dérober sous ses pieds, et le précipice l'engloutit tout entier dans d'aveuglantes ténèbres de douleur. Arrivé à la maison, Milo réalisa qu'il ignorait par quels moyens ils étaient rentrés. Avaient-ils marché, couru, rampé ? Le trajet avait-il duré 5 minutes ou 10 jours ? Il était incapable de le dire. Son cerveau était pris dans une sorte de brouillard, et il se sentait loin de la tristesse qui lui broyait les côtes, loin du désespoir d'un avenir bouleversé, loin de sa responsabilité d'apprendre la nouvelle à Nol, loin de ça. Rien n'avait plus de sens. Respirer simplement, et ne serait-ce que sentir l'air entrer et sortir de ses poumons, avait désormais quelque chose de grotesque. Il se souvenait avoir hurlé comme il n'avait jamais hurlé, avoir senti d'immenses doigts de géants lui broyer les bras. Son père lui avait dit quelque chose, mais il s'en souvenait plus. Ce n'était que des mots. Et ce qu'il ressentait était indicible. Ses cris avaient dû attirer des gens. Maintenant que l'orage avait cessé, et l'île était redevenue cette lande plate où voyageait le son d'une rive à l'autre. Et rapidement, d'autres personnes avaient accouru. Ils avaient été secoués d'un côté, puis de l'autre. On l'avait levé, assis. Des gens lui avaient posé des questions. Il avait essayé de les comprendre, mais s'il parlait une langue... Mais il parlait comme si c'était une langue étrangère. Le monde lui paraissait si loin désormais. Il avait fini par reconnaître le médecin de l'île, qui avait pris son pouls avant de s'occuper de sa mère. Et il se souvenait avoir trouvé cela absurde, car son cœur, à lui, battait. C'était de sa mère qu'il fallait s'occuper. Mais les gens avaient passé leur temps
à secouer la tête et à poser des mains sur ses épaules, à faire comme si le monde ne venait pas de s'arrêter, comme s'il fallait continuer. Alors, Milo était parti loin, loin en lui, pour échapper à ce cirque. Il se sentait prisonnier d'une immense pièce vide et sombre, aux murs percés de minuscules fenêtres à travers lesquelles il ne percevait plus que des bribes de ce qui se passait dehors. Mais les yeux de Nolwenn l'avaient fait revenir au monde. Ça avait été comme prendre une pierre dans la figure. Ce regard, il ne l'oublierait jamais. Jusqu'à présent, il ignorait qu'on pouvait hurler avec les yeux. C'était exactement ce que Nolwenn avait fait quand elle avait appris que Roman n'avait pas survécu à ses blessures. Elle avait hurlé avec les yeux sans desserrer les mâchoires. Puis, elle s'était transformée en fantôme. Ni vraiment vivante, ni vraiment morte. Et s'était mise à pleurer. Des larmes n'avaient pas cessé de couler depuis. Lui n'arrivait pas à pleurer. C'était trop absurde, trop violent. Il ne pouvait pas y croire. « Où est la clé ?» demanda Isaac d'une voix douce mais ferme. Milo trembla. Il réalisa qu'il était assis par terre, sur un tas de galets que Nolwenn avait empilés des mois durant dans un coin du jardin. « Quoi ?» gémit-il. Isaac posa une main sur son épaule. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à lui masser les épaules ? La clé, Milo. Tu m'as parlé d'une clé tout à l'heure. Milo secoua la tête. Il ne se souvenait pas avoir parlé de la clé, mais il avait dû le faire par réflexe, sans se rendre compte des informations que sa bouche laissait échapper. Il s'est rappelé avoir ordonné à Nolwenn de la cacher. Isaac passa un poing sous son menton et lui redressa la tête pour l'obliger à le regarder dans les yeux. Milo, c'est une question de vie ou de mort. Il est capital que nous retrouvions vite cette clé. Écoute-moi, il faut que tu... Mais Milo n'entendit pas la suite de sa phrase. Ses oreilles s'étaient déconnectées de son cerveau et la voix de son père ne lui parvenait plus qu'étouffée, comme s'il lui parlait à travers un oreiller. Désespoir, colère, il n'arrivait plus à penser à autre chose. Son monde venait de se réduire à ces deux sentiments. Il n'existait plus rien d'autre. Il tourna la tête. De l'autre côté du jardin, Nolwenn pleurait toujours. Secouée de spasmes, elle sanglotait dans les bras de la vieille voisine, Jeanne, qui avait plus de 90 ans et qui savait sans doute ce que c'était que de perdre les gens qui vous étaient chers. Milo se surprit à penser qu'en temps normal, Nol n'aurait jamais approché Jeanne, à moins d'1 mètre. Trop incommodé par son odeur de lessive, par son visage ridé, par ses manières d'un autre temps, et cette solitude gênante qui la suivait partout où sa canne l'emmenait. Ce qu'il faut, ce sont des bras, pensa-t-il. N'importe quel bras. « Milo !» s'énerva son père. « Tu m'écoutes ?» Brusquement, un immense feu s'alluma dans son ventre. Isaac n'avait que ce mot à la bouche. La clé, la clé, la clé. Et sa mère alors ? Il aurait dû pleurer lui aussi, être dévasté comme lui. Se traîner par terre, être incapable de marcher, de parler. Le monde entier aurait dû se tordre de douleur. Mais ses yeux sombres étaient secs et ses pupilles étrangement fixes. À défaut d'avoir le pendentif, nous devons mettre cette clé à l'abri, dit-il. C'est une vraie chance que ta mère eut la présence d'esprit de les tenir à l'écart. Mais maintenant, il faut l'emmener loin d'ici, parce qu'il va revenir. Milo sursauta. Qui ça, il ? Son père eut une moue étrange, comme s'il en avait trop dit. Mais Milo comprit tout de suite qu'Isaac savait.
Il n'avait pas eu besoin de voir le monstre pour connaître de son existence et pour le redouter. Car derrière la détermination, il y avait la peur. Toujours elle. Par un miracle qui ne s'expliqua pas, et peut-être simplement pour mettre un terme à cette discussion, Milo trouva la force de se lever, de marcher vers sa sœur et d'ouvrir la bouche pour prononcer quelques mots, juste le nécessaire. Par un autre miracle, Nolwenn comprit ce que son frère lui demandait. Elle se leva, essuya la morve qui coulait de son nez, et marcha d'un pas lent jusqu'à la clôture avant de s'accroupir. Elle enfonça ses ongles dans la terre. Les yeux d'Isaac s'illuminèrent. « Nous sommes peut-être sauvés », soupira-t-il. Le reste de la journée échappa totalement au contrôle de Milo, se déroulant selon un plan qui n'avait plus de sens. Son père avait discuté avec la voisine. Puis, il était revenu vers sa sœur et lui. Il leur avait expliqué, avec des mots durs, des mots d'adulte, qu'il ne pouvait pas rester une seconde de plus sur l'île, qu'il ne fallait pas se fier au ciel bleu, qu'ils étaient en danger. Il leur avait dit de ramasser des affaires, de quoi voyager, un jour ou deux, des vêtements et de quoi faire leur toilette. Milo et Nolwenn avaient obéi comme des robots. Ils avaient rempli un sac avec ce qu'ils avaient trouvé dans les cartons, habités par le pressentiment qu'ils ne reverraient pas ses affaires avant longtemps. Milo emporta aussi 3 livres, dont celui que Tiphaine lui avait confié. Mais il réalisa une fois le sac fermé qu'il avait oublié quels étaient les 2 autres. Isaac leur avait alors demandé dans quelle direction se trouvait le port. Milo s'en était presque amusé. Comment était-il venu sur Ouessant ? À la nage ? Nous irons chez moi, à Paris, avait expliqué Isaac. Nous y serons en sécurité, au moins dans une certaine mesure. Ensuite, il sera toujours temps d'improviser. Dans la bouche de son père, tous les mots avaient une musique ennuyeuse, comme si la vie se décolorait à travers ses paroles. Et l'enterrement ? Avait soufflé Milo. Nous n'avons pas le temps. De toute façon, il n'y aura pas d'enterrement. Elle sera incinérée, comme elle l'a toujours voulu, et ses cendres seront dispersées aux 4 vents. Milo avait cessé de marcher. Je veux rester avec elle. Il avait craché sa phrase, comme si la colère reprenait un bref instant au-dessus sur le chagrin. Un bref instant, le dessus sur le chagrin. Mais Isaac l'avait pris par le bras pour le forcer à le suivre. Espèce d'imbécile, avait-il sifflé. Une morte, ce n'est pas encore assez pour toi ? Désarmé par le venin de son père, Milo avait rougi avant de se remettre à marcher. Sur le chemin du port, ils croisèrent les déménageurs au volant de leur petit camion. La tempête avait retardé le ferry, mais ils étaient enfin là. Leurs visages étaient joviaux, ronds et colorés. Milo n'eut pas le cœur d'aller leur parler. Ils embarquèrent sur le bateau quelques minutes seulement avant son départ. Une corne de brume annonça le largage des amarres, et avant que Milo ait eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait, lui et sa sœur quittaient Ouessant. Accoudé au garde-fou, Isaac alluma une cigarette. L'odeur de tabac parut tellement grotesque à Milo qu'elle réveilla les questions que le désespoir avait éteintes. Qu'était-il venu faire ici, pile à ce moment ? Pourquoi tout cela ne lui paraissait-il pas plus étrange ? Par quels moyens était-il arrivé sur Ouessant ? Mais lorsqu'il se décida finalement à parler, Isaac fit claquer sa langue, jeta sa cigarette dans l'océan et partit s'isoler à l'autre côté du navire. Fin du chapitre 9 de Tales from the Wild.